C'est Guillaume Astruc. Mais si on ne me dit pas qui vient sur cette scène, à quel moment, forcément, moi je me trompe. Mais je suis ravie de vous avoir avec nous sur cette scène en même temps. Bonjour à tous les trois. Donc, on parle beaucoup du podcast. Voilà, on parle beaucoup du podcast. En fait, c'est un retour, puisque c'est une technologie qui a une dizaine d'années. Là, c'est l'explosion. Tout le monde s'y met, la presse s'y met, la télévision s'y met, la radio, puisque c'était nativement radio s'y met. Il y a un usage qui est là, qui est avéré. On va en discuter. On va parler aussi. Alors, on le voit avec les chiffres. Là, il y a 4 millions d'auditeurs. 16 millions 9, 17 millions de podcasts téléchargés par mois. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement qu'ils soient téléchargés, c'est qu'à 81%, ils soient écoutés. Donc il y a vraiment un appétit là-dessus. Donc je reviens, c'est un usage qui s'est imposé, on le voit. On va parler de cet usage, on va parler aussi du modèle économique, puisque là, ça ne s'est pas encore imposé, on le cherche un tout petit peu. Guillaume Astruc, on va peut-être commencer par vous. Donc, le podcast chez RTL, ça fait longtemps que vous le faites. C'est quoi la stratégie derrière ? Juste, je voudrais revenir d'abord sur le titre de votre conférence, qui est Web Radio Podcast. Vous les mettez dans le titre, en tous les cas, dans le même panier. Là, on voit bien qu'on ne parle plus que de podcast, donc ça répond à la première question. Web radio, de notre point de vue, c'était un feu de paille. Je pense que vous y avez finalement, vous aussi, répondu en l'édulcorant dans votre propos, mais je crois que On va en parler. On va en parler aussi, mais c'est vrai que... On ne va pas éteindre les sujets ça comme ça disparu. en rentrant tout de suite. Ça avait disparu. Mais c'est vrai que, de notre point de vue, on n'a pas lancé de web radio. On s'est longtemps posé la question, on n'a jamais de certitude, mais on observe un petit peu ce que font nos concurrents. La première chose qu'on s'est dit là-dessus, c'est est-ce que ça correspond pour l'utilisateur à un gain ou un usage spécifique qui aurait un avantage particulier ? Notre réponse était plutôt non, et on voit que sur ces dernières années, la consommation de web radio est plutôt en train de décliner. Contrairement au podcast, où là, il y a véritablement une technologie, certes, qui existe depuis longtemps, et s'il y a un regain d'intérêt pour le podcast, de notre point de vue, ça correspond, j'ai envie de dire petit 1, à l'accélération de la digitalisation de l'audio, d'une façon générale, qui crée de nouveaux comportements, de nouveaux usages en matière de replay, de téléchargement et de streaming. Et puis le deuxième point, qui est un élément plus sociétal, qui est la recherche de temps long. On est tous surstimulés, on consomme de l'information à profusion, on a une capacité d'attention qui baisse de façon drastique, et donc on a besoin de retrouver du temps pour soi, de retrouver des respirations. Et le podcast, qui est quand même un produit avec très peu de barrières à l'entrée, aucune contrainte de format, et qui permet de traiter des sujets qui, justement, ne sont pas forcément traités au travers des grands médias, remplit ce vide et permet aussi, j'ai envie de dire, d'avoir de nouvelles expériences audio grâce à ces produits dont le principal intérêt est vraiment l'originalité des contenus. Remplir un vide, certes, mais justement, Guillaume, Françoise et Vincent, qu'est-ce qu'on cherche dans le podcast avant tout ? On cherche un nouvel engagement avec de nouvelles audiences, on va les chercher différemment, on essaie de générer une discussion. Back to the basics, c'est quoi d'abord le driver pour lancer un podcast ? Françoise, peut-être. Bonjour, je suis Françoise, donc la fondatrice d'House of Podcast. Je pense qu'il y a répondu Guillaume. On cherche, en tout cas, quand on est créateur, à raconter des histoires. Effectivement, la barrière qui tombe en termes de réalisation, création et d'économie qu'on a autour d'un podcast n'est pas du tout la même que d'un contenu de radio, de grosse radio ou même de télévision. Et on cherche à raconter des histoires, on cherche à prendre la place et donner la parole, surtout à tout type de créateurs ou de storytellers. C'est ça, en tout cas, nous, notre mission. Et je pense que c'est la mission et l'objectif des podcasteurs, qu'ils soient studios de podcast ou podcasteurs individuels. Alors, ce qui est intéressant entre vous deux, on voit les deux types de podcasts. Il y a le podcast qui est la radio de rattrapage, j'allais dire, et le podcast qui natif. est plus natif. Voilà. Donc, radio de rattrapage, on le sent, on le voit. Quand on a raté
un humoriste, parce que on le sait, il faut le dire, hein, ça fait les partie plus des grands, grosses c'est quand même Laurent Gérard chez RTL, comme les humoristes de France Inter le sont pour vos concurrents. Vous, en natif, comment est-ce que vous faites savoir aux gens qu'il y a vos histoires? Qu'on existe. Grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un timing en termes de communication, marketing et autres, qui fait qu'on n'a pas besoin d'acheter une campagne, un métro, bus et compagnie. On a la chance, alors ce qui n'est pas forcément facile, parce qu'il faut développer des communautés. Il faut, en fonction de ce qu'on raconte, soit partir sur de la niche en allant cibler exactement le type de personnes et le type d'audience. On pense à qui on s'adresse dans le podcast. La chance du podcast, finalement, c'est qu'on peut s'adresser à tout le monde, quelle que soit l'histoire qu'on raconte, et accrocher. Mais c'est essentiellement, effectivement, en termes de grand public, à travers les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc Facebook, Instagram, Internet, voilà. Vincent, justement, je pense qu'il y avait aussi quelque chose de très intéressant, et on l'a déjà un peu abordé avec Enguerrand et avec Guillaume pour le coup, la vraie différence entre le podcast de création, comme on peut en faire par exemple la France Média Monde, ou du rattrapage. Finalement, quand on est une marque média déjà très ancrée, avec des audiences internationales s'il en est, comment est-ce que l'écoute se répartit entre la partie contenu originaux et la partie rattrapage? Alors, je vais parler pour France Média Monde. En tout cas, on est arrivé assez tard dans la création de podcasts originaux. Chez RFI, en tout cas. On est une radio, enfin, on est même 14 radios, puisqu'on émet en 14 langues. Et depuis 10 ans déjà, on va dire que tout a été numérisé et que tout est disponible en rattrapage. Donc de toute façon, on est présent sur tout un tas de plateformes en rattrapage. Ça, c'est un usage. Ça marche plutôt pas mal. On voit que ça se développe. Même que ce soit les podcasts originaux ou le rattrapage, c'est drivé par la mobilité, par l'usage des smartphones. Sur la création originale, je dirais pas que c'est pour s'adresser à tout le monde, mais c'est aussi pour s'adresser à des communautés particulières. C'est pour traiter des sujets qui ne trouveraient pas leur place sur des antennes classiques. C'est comme ça qu'on a choisi de développer les podcasts originaux, en tout cas chez RFI. Un petit mot sur les web radios. Bien également, parce qu'il y a des exemples et des contre-exemples. Par exemple, chez FIP, les web radios fonctionnent très très bien. Je parle de nos camarades de Radio France qui sont absents malheureusement, mais chez FIP, ça fonctionne très très bien. Ils ont reçu une belle publicité d'ailleurs de la part de Jack Dorsey de Twitter qui a tweeté qu'il adore FIP. Quelle merveilleuse publicité pour eux. Le contre-exemple, c'est, pour citer des confrères, c'est énergie. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi il y a des web radios métal, alors que c'est pas du tout, ou rock, c'est pas du tout l'ADN de cette radio, et je ne vois pas comment ils vont conquérir des audiences à travers ce type de web radio. Après, c'est de la programmation, donc c'est de la prescription. Le média peut être prescripteur. Et c'est peut-être ce qui va plaire, et c'est la valeur ajoutée, on va dire. Alors, on posera la question à Myriam Sali, qui est juste derrière et qui là ne peut pas répondre. Effectivement, elle dira qu'elle élargit son public en proposant, et parce que ça ne coûte rien surtout, donc ça c'est très bien. Ou pas grand-chose. Ou pas grand-chose, c'est ce que vous dites. Donc elle cible exactement. Revenons effectivement sur le sujet. On a vu donc, on a commencé à voir la différence entre effectivement le podcast natif et le podcast replay. On voit aussi qu'en radio, grâce au podcast, il y a une différence entre le flux, qui est l'information, et le stock, j'allais dire, qui sont les humoristes, les moments d'histoire, les moments de reportage. C'est nouveau pour une radio, ça, de faire cette différence? C'est la réalité de l'usage, hein, et c'est vrai que je pense que maintenant, notamment avec les enceintes connectées, on va avoir des légers stockages de flash info pour que dès qu'on a besoin d'infos, hop, ce soit bien le nôtre qui apparaisse. Donc même cette notion de stock va évoluer pour l'information. Ce qui est vrai en revanche, c'est que l'exploitation de contenu stockable devient beaucoup plus pertinente. Et là aussi, je pense qu'on abordera la question, mais il y a une vraie question centrale autour des podcasts, qui est celle de la mesure d'audience, qui reste aujourd'hui très rudimentaire. Donc je pense que les chiffres que vous avez cités, c'est pratiquement le maximum de ce qu'on peut avoir en matière d'information sur les podcasts. Donc objectivement, c'est pas grand-chose, et ça n'est pas de matière à nous permettre de monétiser
au moins de façon industrielle, cette nouvelle offre. Donc on le fait, j'ai envie de dire, de façon un petit peu artisanale, mais on est persuadé que les choses vont évoluer dans le bon sens. Je ne sais pas si on aura une intervention de Benoît Cassaigne de Médiamétrie pour nous donner des informations sur le sujet, mais on attend un petit peu peut-être là-dessus des évolutions. Ce qui est important, c'est que nous, on y croit, et du coup, on va, indépendamment de notre capacité à fournir des podcasts de stock issus de nos antennes, on lance RTL Originals, dont l'objet est de produire des podcasts originaux pour le compte de nos antennes, mais aussi pour le compte de marques, en s'appuyant sur notre expertise du storytelling audio. Et ce que nous pouvons avoir aussi, c'est-à-dire la puissance de médiatisation offerte par toutes les antennes du groupe. Et dans ces cas-là, quand on est comme vous et qu'on lance du coup son unité de production en originals pour des podcasts, on ne s'interdit rien en matière de sujet. Justement, c'est là où la créativité, où vos créateurs de contenu ont carte blanche pour pouvoir justement aller aussi toucher d'autres sujets peut-être qui ne sont pas déjà touchés par l'antenne par ailleurs. J'ai vraiment envie de dire que c'est pour ça qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde, c'est-à-dire que chaque sujet, pour peu qu'il soit traité avec une certaine expertise ou un certain talent, moi je ferais volontiers le parallèle avec YouTube, quoi. Les youtubeurs, ils sont partout et on n'a pas demandé pourquoi est-ce que les broadcasts, les grands groupes de télévision n'avaient pas contrôlé ou verrouillé les youtubeurs. C'est juste totalement impossible et ça paraît absurde de l'imaginer comme ça. C'est la même chose entre les groupes radio et les podcasts. Vive la créativité, vive les contenus. Françoise. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qui fait que la force du podcast, c'est que réellement, c'est le consommateur et l'auditeur qui décide, qui a le pouvoir en allant choisir lui-même ce qu'il a envie d'écouter, ce qui peut marcher ou pas. Et donc, il y a des très bonnes surprises. Et ce qui est marrant, pour faire le parallèle avec la télévision YouTube, c'est qu'aux États-Unis, là où ils sont un peu en avance sur nous, c'est qu'on arrive à des phénomènes où il y a des podcasts qui sont repérés en audio et qui sont ensuite adaptés à la télévision. Donc ça prouve qu'il y a des choses qui sont testées, qui vont marcher ou pas, mais partons du principe que ça peut marcher, ça peut plaire et ne rien s'interdire. Donc c'est aussi un bêta-testage, si j'ose dire, de certains formats qui peuvent ensuite se retrouver convertis en antennes et rapatriés sur les antennes déjà existantes. Vincent, est-ce qu'on a un exemple de ça, par exemple, chez France Média Monde ? Non, pas vraiment. Mais en termes de format, c'est quelque chose qui est très personnel, le podcast. On a vraiment accès à l'intimité de l'auditeur qui, effectivement, va faire son choix. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il est souvent qualifié de tortue du numérique. Il a pris son temps pour s'imposer, mais il faut dire que la bande passante, elle a été confisquée par les grands acteurs du numérique, que sont les plateformes, qui ont favorisé l'émergence de la vidéo. Et la vidéo a vraiment envahi nos timelines. Voilà. Là, on a peut-être un petit peu moins envie de ça, un petit peu moins de snacker l'information, les vidéos de tout horizon qui nous abrutissent. Et dans le podcast, on va retrouver une consommation un petit peu plus lente, surtout dans les podcasts originaux. Et en cela, voilà, on a accès vraiment à l'intimité de l'utilisateur. Et je dirais que nous, on ne s'interdit rien tant qu'on accroche à l'ADN du média, on va dire, à la ligne éditoriale du média. Ce qui ouvre du coup pas mal de questions, notamment sur une connaissance beaucoup plus fine de ces nouvelles audiences, de ces nouveaux auditeurs, consommateurs de podcasts. On le disait avec Enguerrand et avec Guillaume, c'est vrai que les chiffres, en fait, pour paramétrer, pour réussir à bien mesurer cette audience, sont encore un peu fébrilés. Alors, on a revu ces chiffres de Médiamétrie, 80% des podcasts téléchargés qui sont effectivement écoutés, donc ça c'est plutôt très enrichissant sur la façon dont le taux de conversion est extrêmement élevé sur la partie podcast. 4 millions de personnes qui écoutent des podcasts chaque mois. Comment on se fait une place pour aller capter cette audience ? D'abord, c'est une vraie question. Et en termes de données, en termes justement de connaissances beaucoup plus fines de ces audiences-là, de ces utilisateurs, est-ce que ça apporte aussi des nouveaux relais de croissance en matière de connaissances, encore une fois, de ces utilisateurs ? Quand on est média, je pense qu'il faut utiliser tous les formats à notre disposition. C'est la diversification. Donc, évidemment, si on n'investissait pas le terrain du podcast, voilà, on manquerait quelque chose, comme on le manquerait avec la vidéo. Sur la connaissance des utilisateurs, Guillaume l'a dit, on n'a pas grand-chose, encore moins pour nous qui sommes mondiaux et qui devons nous distribuer à travers une vingtaine de plateformes mondiales. On n'est pas uniquement sur nos environnements propres ou sur iTunes, on utilise TuneIn, tout un tas d'autres plateformes, que ce soit Deezer, etc. Enfin,
plateformes un petit peu exotiques, et on a du mal à consolider toutes ces données pour avoir une connaissance fine des audiences. On n'en est vraiment qu'au début. Il y a des outils qui existent sur le marché, je pense à PodTrack notamment, qui nous posent un petit peu de problèmes techniques aujourd'hui parce qu'on doit passer par un tiers qui rend la main ensuite à nos podcasts. Bon, c'est un petit problème chez nous, mais on en est qu'au début là-dessus, je pense. Je crois que le véritable levier, ce sera la 5G, qui générera plutôt une consommation en streaming, et donc on n'aura plus ce problème de captation de données par Apple qui nous interdit de les utiliser et qui ne nous les transmet pas. Donc vous les aurez directement via la 5G, donc vous pourrez faire du ciblage. Oui. Ça nous permet de passer tranquillement au sujet économique, puisque on voit l'usage s'est développé, la monétisation pas encore, ou de façon extrêmement marginale. Françoise Notre-Lait, vous faites du podcast natif, c'est pas comme RTL qui vit très bien par ailleurs, et ou France Média Monde qui aussi... Nous êtes lancé au printemps 2018, effectivement, voilà, nous ne sommes pas encore quand même RTL. Donc, quel est votre modèle? C'est un modèle d'audience sans mesure d'audience et donc difficulté de vendre la publicité, et ou c'est un modèle de... Vous faites des podcasts en marque blanche pour d'autres sociétés? En ce qui concerne House of Podcast, on est vraiment sur un modèle économique, donc qui est lié à la publicité réellement, classique ou opération spéciale, brand content ou autre. On va moins aller chercher on a moins envie de développer des podcasts en marque blanche pour le compte de tiers. Nous, ce à quoi on croit et ce qu'on a envie de défendre, c'est effectivement raconter des histoires, capter une audience intéressée par ces histoires, de niche ou pas, et effectivement, en termes de publicité, pouvoir cibler et adresser un partenaire qui est intéressé pour être soit en publicité classique dans nos podcasts, ou acheter l'intégralité d'une série, ou partir sur des partenariats stratégiques. Voilà en ce qui nous concerne. Après, je pense que on ne réinvente rien non plus. Effectivement, on est sur de la régie classique, du brand content, mais du vous avez sponsoring. quelle métrique pour vendre votre on audience? est, comme on vient de le dire, sur un marché naissant, sur des outils qui ne sont pas encore là aujourd'hui. Donc, les audiences sont celles qu'on peut récupérer, ou les infos en tout cas, qu'on peut récupérer de PodTrack ou autres. Demain, il faut que ça change, effectivement. Il faut que les outils soient disponibles, il faut que les outils soient utilisés, il faut que une régulation, entre guillemets, se mette un peu en place, et un développement de tous les acteurs, pas uniquement des créateurs. Tout ça n'est pas dans nos mains, effectivement, et le fait qu'Apple autorise ou pas, ou redescende ou pas des informations, fait qu'on n'est pas du tout maître de tout ça. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut éviter du coup l'écueil qui s'est passé sur la vidéo et sur le marché justement de la vidéo avec les plateformes, et éviter une trop grande plateformisation du podcast? Est-ce qu'on peut encore l'éviter, ou est-ce que de toutes les façons c'est finalement, j'allais dire, la vie de tout contenu en ligne? Est-ce qu'on peut réussir encore à éviter que les plateformes mettent trop le nez dans les podcasts? Il faut voir comment on accède aux podcasts déjà. Je pense que là, on voit que Google veut doubler la production de podcasts là, en 2 ans, je crois. Ils investissent énormément dans ce format. Ils ont certainement une très bonne raison de le faire. Dans le monde ça iOS... peut-être Google Home, mais on en parlera tout à l'heure justement. Voilà. Dans le monde iOS, iTunes écrase la concurrence. Comme le disait Guillaume, effectivement, la 5G va peut-être nous permettre de récupérer un petit peu de pouvoir sur nos plateformes. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais tu l'as déjà très bien dit. Comment est-ce qu'on garde la propriété et la gouvernance justement du développement de ces podcasts sans être rapatriés par les plateformes? Mais il faut éviter de tomber dans les pièges, comme tu l'as dit. Il y a un modèle dans le podcast aussi. Ce qu'il faut dire, c'est quand on écoute une antenne linéaire, notamment sur une radio commerciale, on a un modèle interruptif de publicité qui est très difficile à supporter. Moi, je ne peux pas écouter une antenne linéaire de radio commerciale. Pour l'instant, dans le podcast... Ça fera plaisir à Guillaume. Bon, ils ne sont pas tout seuls dans ton cas, mais... Bon, ce qui n'empêche pas la consommation au rattrapage, évidemment. Et je pense qu'aujourd'hui, elle se développe énormément. Dans le podcast, on est encore un petit peu... c'est un peu protégé, et du coup, voilà, on n'a pas ce modèle interruptif. Il y a du sponsoring, du billboard, voilà. Il n'y a pas encore trop de mid-roll, de coupures.
Donc on peut consommer dans la durée, en prenant son temps, un podcast, sans être interrompu par la publicité. Et ça, c'est assez différent. Vous mettez des pré-rolls sur vos podcasts ou pas? Alors, concrètement. Oui, on met du pré-roll. C'est le but de toute façon. Nous, on a pour mission de développer nos ressources propres. Donc pour ça, on essaye d'utiliser les modèles à disposition qui soient le moins intrusifs possible pour l'utilisateur. Et vous, Guillaume? On ne met pas non plus de mid-roll. Non, mais ça veut dire que vous mettez du pré-roll? Absolument. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on reste dans une commercialisation que je qualifierais d'artisanale, c'est-à-dire qu'on vend des contrats spécifiques avec les données que vous avez transmises, c'est-à-dire les grosses têtes, c'est 20 millions de téléchargements par mois, dont 80% vont être écoutés, donc on a un volume de contacts disponibles dont on ne sait pas vraiment qui ils sont, mais sur lequel on peut extrapoler éventuellement, et c'est ça que les annonceurs achètent. Et comme on reste dans une exposition publicitaire extrêmement privilégiée, et qu'il y a un usage qui est là, eh bien, les annonceurs nous suivent. Merci. Et donc vous dites que c'est pas encore ciblé, hein, c'est pas encore non. On est encore, malgré les 10 ans du podcast, on est encore sur un travail de bêta-test en fait des business models, Françoise. Oui, puis malgré les 10 ans, effectivement, Arte Radio est là depuis plus de 15 ans, je crois, mais le podcast en France, en tout cas, je pense qu'effectivement, c'est les podcasts natifs et originaux qui ont drivé les podcasts et donc les podcasts replay, même des grandes radios. C'est quand même assez récent. Ça fait 12-18 mois qu'on commence à en parler. Moi, j'en avais lancé un en 2017 sur une plateforme qui s'appelle AfroStream, en janvier 2017. Quasiment personne comprenait un peu ce que c'était que le podcast. Donc, il y en a beaucoup qui l'associaient d'ailleurs même à une chaîne de télévision. Donc, c'est en train de se construire encore une fois et ce qui explique le manque de données, le manque d'infos, le manque de ciblage aujourd'hui en termes de monétisation et de publicité. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire pour aller chercher des audiences, chercher des auditeurs? Moi, je pense, oui. Alors, ce qui est vrai, c'est que quand on dispose d'antennes fortes comme les nôtres pour faire la promotion de ces podcasts, c'est un outil de collecte et de promotion qui est assez efficace. Mais dans ces cas-là, comment est-ce qu'on est créatif? Comment on think out of the box? Et comment est-ce qu'on va chercher justement ces audiences-là ailleurs? On parlait tout à l'heure du relais très important des réseaux sociaux avec vous, Françoise. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres modes d'engagement à inventer? Encore une fois, ce qu'on essaie de faire avec le podcast, c'est certes travailler sur une base d'auditeurs ou d'audiences qui sont déjà préexistantes, quand on est des grands médias, des grandes marques déjà installées, comme RTL ou comme France Média Monde et RFI. Mais quand on a besoin d'aller les chercher, d'aller les prendre par la main pour pouvoir renouveler justement ces audiences-là, comment est-ce qu'on fait pour essayer de se faire une place dans cette vague de podcasts? Je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas essayer d'être généraliste. Il faut essayer de cibler une communauté, cibler un groupe d'utilisateurs, utiliser tous les relais que sont nos antennes et les plateformes comme les réseaux sociaux qui ont quand même des critères de ciblage très très précis. Donc on peut adresser des communautés et ensuite profiter d'une adhésion au podcast, d'une recirculation. Les podcasts, ceux qui écoutent des podcasts sont eux-mêmes prescripteurs entre eux. Aux États-Unis, il existe des newsletters très puissantes de prescription de podcasts. Ça va se développer en France. Alors, vous dites juste pour compléter, puis il ne faut pas oublier effectivement le rôle des médias ou de la presse ou effectivement des grandes radios installées qui démocratisent, qui vulgarisent et qui permettent à chacun de comprendre ce que c'est que le podcast et de le rendre accessible à tous, mais même dans la compréhension du produit. Donc il y a encore une évangélisation qui est drivée par les grandes marques elle médias. passe par la presse, quelle qu'elle soit, à mon sens aussi. Plus la presse en parle, plus les gens comprennent ce que c'est. Vincent Fleury, vous dites qu'il faut créer des communautés d'après les chiffres dont nous disposons dans Médiamétrie. Les auditeurs de podcasts sont essentiellement masculins, parisiens et CSP+. C'est pas grand comme bassin. Est-ce que ça va se développer? Oui, Chiffre parce que là, c'est après, Médiamétrie, donc c'est France. Mais nos antennes nous permettent, nous, de cibler mondialement, on va dire, les communautés. Et au niveau international, c'est plus large comme bassin d'audience? C'est plus large. Néanmoins, les territoires sur lesquels on est diffusé, le podcast doit encore se développer. Quand on parle de l'Afrique, notamment, c'est un marché qui est évidemment moins porteur
en ce moment, mais qui va se développer, comme la France est en retard sur les États-Unis notamment. Ça permet juste de souligner qu'il y a encore un potentiel de développement très important en France et que ce que soulignait Françoise, c'est qu'un peu de pédagogie sur le sujet, ça permettra de développer l'usage de façon certaine. Guillaume, Vincent, Françoise, vos podcasts préférés à vous, c'est quoi? Vous écoutez quoi? Vous êtes qui comme type d'auditeur de podcast, Vincent? Alors moi, j'écoute des podcasts, on va dire... Pour ce qui est des originaux, j'écoute un podcast de marketing de Grégory Pouy qui s'appelle Vlan. Bravo. J'écoute aussi celui de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Et en rattrapage, j'écoute Classique 21, qui est une radio belge qui rediffuse des making-of d'albums célèbres de rock. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Et par curiosité, j'écoute un petit peu ce qui se fait chez Françoise et dans les autres studios de création de temps en temps. Voilà. Je ne me retrouve pas toujours dans la cible, mais voilà, j'aime bien découvrir un petit peu ce qui se passe. Françoise? Je ne suis pas objective parce que j'écoute beaucoup de choses pour savoir un peu ce qui se fait. J'écoute pas mal de podcasts étrangers, américains. Il y en a un qui s'appelle Two Dope Queens, qui fait partie finalement des créatrices qui ont été repérées par un groupe média et qui du coup ont un format qui a été adapté à la télé. Comme tout le monde, j'ai un peu écouté Serial, le podcast aux États-Unis. En France, je vais écouter aussi bien Chiffon qui parle de mode et qui donne la parole surtout à tout type de personnalités et de personnes, pas forcément celles qui sont mises en lumière, donc ça c'est aussi intéressant. Voilà, des choses sur l'entrepreneuriat, comme Génération XX, La Poudre, de Lorraine Bastide. Le Chip, je continue d'écouter le Chip que j'avais lancé sur AfroStream, qui est un podcast pop culture afro. Voilà, il n'y a pas forcément de règles. Je vais aussi écouter Vlan ou des choses qui ne me parlent pas forcément de prime abord, mais qui peuvent m'intéresser. Voilà, c'est une consommation très, très éclectique et très différente. Guillaume? Alors j'en consomme sans doute beaucoup moins que mes petits camarades. Moi, il y a un genre que j'aime bien, c'est le genre un peu de la méditation, donc des podcasts de pleine conscience qui permettent vraiment de trouver une respiration qu'on ne trouve sur aucun autre support. D'accord, donc ça veut bien dire, c'est vous qui disiez, c'est la tortue du numérique, c'est ça? On va garder cette très belle image. Absolument, mais on continue. Ah, ça veut bien dire, et c'est pour ça que du coup, j'essayais un peu de vous chercher sur des portraits robots d'éditeurs de podcasts que vous pouviez être, parce que ce qui est très important aussi dans le podcast, c'est finalement de coller à son usage et de coller à son auditeur. Très souvent, quand on parle de disruption en termes de contenu, en termes de création média, on a affaire à des patrons de médias qui finalement n'écoutent plus vraiment les audiences et n'écoutent plus vraiment surtout les velléités des auditeurs et la façon dont ils ont envie aussi de consommer ces contenus-là. Est-ce que ça veut dire qu'avec le podcast, encore une fois, je reviens sur cette question, le retour aux sources vraiment, et la raison pour laquelle on monte du podcast, c'est vraiment ça, c'est aller chercher ces auditeurs, c'est aller coller un petit peu plus à leurs attentes, c'est leur laisser aussi, on le disait avec Guillaume et avec les podcasts de méditation, leur laisser le temps de la respiration et le temps de partager, de digérer l'information différemment. Est-ce qu'il y a aussi là des envies de créer des contenus différemment? Il y a juste un point qu'on n'a peut-être pas souligné, mais qui est important, c'est que le podcast, c'est aussi une occasion unique de retrouver ce que le pouvoir du son peut avoir sur notre imaginaire. Moi, j'aime beaucoup cette citation d'Orson Welles qui s'y connaissait à la fois en radio et en cinéma, et qui disait justement, pour souligner la force du pouvoir du son, il disait « la radio ». C'est mieux que le cinéma, l'écran est plus grand. Et je trouve que ça souligne bien ce que le podcast peut nous apporter de différent de ce que les autres médias apportent. Donc on va avoir un revival de la guerre des mondes sur les créations de podcasts originaux. Ils ont refusé ma proposition. Le podcast original, c'est un peu comme le disait Guillaume, c'est du cinéma pour les oreilles. Les radios déjà installées ou les studios de création peuvent aussi utiliser des technologies comme le son 3D pour essayer d'habiller des podcasts, pour raconter de belles histoires. Et au casque, je peux vous dire que ça fait son petit effet. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a de nouvelles technologies à inventer pour mieux consommer le podcast, pour avoir un habillage sonore beaucoup plus intéressant? Est-ce que là aussi, il y a des technos à aller chercher? Il y en a déjà qui sont exploités, le son 3D notamment, spatialisé. Donc ça peut être
une interview dans un lieu spécifique où on sent l'espace, on suit quelqu'un dans un musée, dans une exposition. Dans le monde de la musique, évidemment, ça peut être extrêmement, extrêmement puissant, ce qu'on peut faire avec le son. Et pourquoi pas, quand on parlait de reprise en vidéo, en télévision, l'associer à de la création aussi graphique. Françoise, est-ce qu'il y a des technologies que vous benchmarkez en ce moment pour essayer ? Pas du tout. Non, ok, non, au moins la très réponse est honnête, claire. On se concentre finalement dans les podcasts qu'on a aujourd'hui en développement, dans les projets en développement, sur les histoires qu'on a envie de raconter. Effectivement, on a une équipe qui s'occupe de toute la partie sound design et compagnie, mais avant tout, notre approche va être éditoriale sur qu'est-ce qu'on raconte et après, comment on l'habille. Alors, on a des générations qui ont écrit pour le cinéma, qui ont écrit pour la série télévisée. Il y a des auteurs spécifiques pour les podcasts natifs ou c'est encore un petit peu, j'allais dire, bricolé, comme vous disiez, sur le... Le bricolage, c'est seulement sur la commercialisation. Sur le la reste, il y a vraiment commercialisation. des auteurs, mais là, je pense que Françoise en parlera mieux. Je ne suis pas sûre qu'on soit auteur spécialisé. Il y a une écriture sonore qui est peut-être différente. Après, on se réveille en se disant je suis auteur spécialisé pour les podcasts. Non, je pense qu'un auteur, avant tout, c'est quelqu'un qui a envie de raconter des histoires, que ça passe par un livre, une série télé ou un podcast. C'est quelqu'un qui veut raconter des histoires. Après, qu'on doive le mettre en boîte différemment, parce qu'on est sur de l'audio et donc le traitement et l'écriture, encore une fois, la narration est différente, oui, mais je suis assez dubitative sur le fait qu'il y ait des spécialistes. Mais peut-être que Guillaume a plus l'expertise, pour le coup, le côté radio. Non, ce qui est certain, c'est qu'on le voit bien sur nos antennes, il y a des personnalités qui ont des talents de conteurs. Je pense que c'est très important dans l'univers du podcast. Et après, il y a une expertise du storytelling audio qui est spécifique. Mais je crois que là aussi, objectivement, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a pas de barrière à l'entrée, que c'est ouvert à tous, exactement comme vous avez des youtubeurs qui émergent de partout avec un talent absolument incroyable et qui inventent de nouvelles écritures. Oui, voilà, où ils peuvent se révéler finalement sur un exercice qu'ils n'avaient pas encore fait et ils vont se révéler sur ce type d'exercice d'écriture sonore. Voilà, on va voir des nouveaux talents. Ces dernières années, c'était l'ère de l'image. Là, on vient à l'ère du son. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Alors, il y a les enceintes connectées, mais ça, on aura l'occasion d'en parler. Donc, on a l'impression que l'Internet passe à l'Internet de la voix. C'est une nouvelle interface. Mais comment est-ce que vous expliquez ce retour en force de la voix ? Le pouvoir du son, j'y reviens, qui est très important. Alors peut-être qu'on est en train de redécouvrir, peut-être aussi que c'est une espèce de réaction à la profusion d'images. Les statistiques ou les chiffres qu'on a sur le nombre de stimuli quotidiens qui est en croissance exponentielle sur ces 10 dernières années fait qu'à un moment donné, on a besoin peut-être de faire une cure de toutes ces images et qu'on redécouvre les vertus et le pouvoir du son qui sont assez fantastiques, notamment du point de vue de l'imaginaire, et beaucoup plus fort que les images. Je partage complètement ce que vient de dire Guillaume. Oui, puis on a besoin de prendre du recul, de ce côté intimiste et personnel, on disait Vincent. C'est vrai que le pilier de la voix ou de l'audio et encore plus du podcast, c'est on choisit réellement à quel moment on a envie d'écouter et on se met un peu dans une bulle. Donc voilà. Et puis les formats ne sont pas dictés en podcast. On a une totale liberté de nombre d'épisodes, de durée. Rien ne nous empêche de varier d'un épisode à l'autre. Là où effectivement sur les plateformes, on est assez cadencé avec du 90 secondes par exemple sur Facebook, des choses un peu plus longues sur YouTube, mais voilà, on est un peu plus libre. Et j'ajouterais qu'en plus l'audio permet le côté multitasking. On n'est pas obligé d'être devant un écran, devant un journal ou devant un bouquin. On peut écouter un podcast ou la radio pour le coup. Mais en tout cas, l'audio permet de faire mille et une choses, courir, bref. Donc je pense aussi qu'il y a cette facilité à faire d'autres choses en même temps. Liberté, créativité, podcast. Merci à tous les trois d'avoir débattu du podcast qui sera donc le média de l'écoute digitale. Merci encore, je pense que vous pouvez les applaudir. Merci.